Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir et bienvenue dans l'Hebdo Politique 95e numéro. Stéphane Mirambeau est notre invité, il nous reçoit en mairie à Villepreux. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Stéphane Mirambeau, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 47 ans, vous êtes un homme plutôt discret dans la vie, architecte en système d'information de profession. Vous menez de front votre carrière professionnelle et votre rôle de maire. En 2008, vous êtes candidat sans étiquette lors des municipales. Vous êtes élu avec quelques dizaines de voix d'avance face à la maire socialiste sortante Michèle Valandon, en poste depuis 13 ans à l'époque. En 2014, vous vous représentez et vous êtes élu dès le premier tour, cette fois-ci avec plus de 60% des voix. Vous êtes depuis peu 6e vice-président de 50 ans en Yvelines, en charge du budget et de la programmation pluriannuelle des investissements. Avec vous, nous évoquerons l'élargissement de l'agglomération et l'actualité de votre commune. L'Hebdo Politique, le Money Time. Mais tout de suite, c'est le Money Time, une série de questions-réponses assez rapides pour apprendre à connaître votre avis sur l'actualité. On commence avec une première question sur le projet de réforme du Code du travail porté par la ministre Myriam El Khomri. Elle fait beaucoup réagir ces derniers temps, notamment à gauche, assouplissement du temps de travail, accord inter-entreprises favorisé. Quelle est la priorité selon vous pour relancer la machine embauche et travail en France ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la France va mal et qu'il faut absolument que les choses changent, et notamment les choses changent au niveau du Code du travail. Il faut absolument mener une réforme forte, et il aurait fallu le faire déjà depuis de très nombreuses années. La France perd du temps et la France prend en fait un retard énorme. Donc là, ce qui est le plus surprenant, c'est que le gouvernement nous montre une nouvelle fois qu'il ne prépare rien. Ça fait depuis des années qu'il nous rabâche que les 35 heures, c'est quelque chose qui doit être sacralisé tellement ça fonctionne bien au niveau de notre pays. Et aujourd'hui, à 1 an de 2017, alors que personne ne s'y attend, il monte un projet de loi pour mettre à mal justement ces 35 heures. C'est de l'amateurisme. Et je pense que les Français s'en souviendront dans quelques mois. D'après une enquête du CNRS, un Français sur 3 a déjà volé sur son lieu de travail. On change complètement de domaine. Une pratique qui peut entraîner un licenciement, prendre un stylo, une ramette de papier. Trouvez-vous cela normal ou scandaleux ? Question scandaleux. Légère. En fait, je trouve ça scandaleux parce qu'il faut prendre la mesure. La vie n'est pas simple, on peut faire une erreur. Il ne faut pas qu'on licencie des gens pour des mauvaises raisons. Il faut prendre du recul. Et il ne faut pas faire n'importe quoi. Jean-Marc Ayrault avait quitté le gouvernement en mars 2014. Il était Premier ministre. Il a fait son retour récemment en qualité de ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce retour ? En ligne directe avec la première des choses que j'ai dites. Les Français s'en souviendront ? On sent que c'est de l'amateurisme. On ne peut pas écarter un Premier ministre qui a eu l'un des bilans peut-être les pires de l'histoire de la 5e et arriver à le remettre à un poste clé au niveau de notre République. Je pense que c'est encore de l'amateurisme et c'est la preuve qu'il va falloir que les choses changent très très vite. La présidentielle aux États-Unis, 2 candidats se distinguent, Donald Trump pour les Républicains et Hillary Clinton chez les démocrates. Lequel attire vos faveurs si déjà vous suivez l'élection américaine ? Alors je la suis de très très loin parce que en fait déjà géographiquement c'est normal. Oui, et puis je pense qu'en France on a déjà largement de quoi faire pour ne pas aller commenter ce qui se passe ailleurs. Je dirais que bien évidemment quand on regarde le caractère et les prises de position des deux, mon cœur va plutôt vers Hillary Clinton. Quand votre emploi du temps plutôt vous offre la possibilité d'avoir du loisir, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous allumez la télé ? Est-ce que vous lisez un livre ? Ou alors est-ce que vous allez faire du sport ? Alors je devrais faire du sport beaucoup plus souvent. J'ai arrêté parce que je n'ai pas le temps, même si j'essaye de consacrer quelques minutes, voire quelques heures par mois au sport. Sinon, je suis fan du Paris Saint-Germain et je prends plaisir régulièrement, une fois par semaine, à prendre du temps à regarder les exploits de cette superbe équipe qui fait encore un championnat particulièrement remarquable. Ça tombe bien, on est dans les Yvelines. Le centre d'entraînement est dans les Yvelines. 2 personnes sur 3 se disent favorables à l'organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024. C'est ce que révèle un sondage TNS Sofres. Pensez-vous que les JO pourraient avoir un effet bénéfique pour la région, pour l'Île-de-France et puis éventuellement aussi pour les Yvelines ? J'espère que
Organisation des JO, s'il y a, j'espère qu'avant tout ce sera fait avec la plus grande responsabilité budgétaire. On voit depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années que souvent les Jeux Olympiques sont un gouffre. Donc si ça peut aider justement la région et la France à créer de la richesse, je suis pour. Si c'est pour des coûts supplémentaires, je reste sur la même ligne, je serai contre, bien évidemment. Encore 2 questions, et une première, celle du Brexit pour British Exit. La sortie du Royaume-Uni agite en ce moment le monde des affaires européennes. Stéphane Mirambeau, vous êtes plutôt europhile ou europhobe ? Vous êtes plutôt pour l'Europe ? Europhile, même si je trouve que l'Europe a beaucoup de défauts, mais on doit, pour exister, et que la France seule ne peut rien, simplement il faut peut-être une Europe, elle s'est mal construite depuis le début, on aurait dû faire beaucoup plus simple, on aurait dû essayer d'harmoniser énormément de choses, notamment la politique fiscale et sociale au niveau des pays de l'Union pour aller plus loin. On a été un peu trop vite et je pense qu'on a ouvert à un grand nombre de pays beaucoup trop vite avant justement que l'Europe ait toutes les bases pour pouvoir se développer et accueillir de nouveaux pays. Un rapport remis au ministère du Travail suggère de verser à tous les citoyens sans exception un revenu minimum. Êtes-vous pour ou contre ce revenu universel sans condition ? Alors, j'ai entendu qu'il y avait une réflexion sur le fait de faire moins d'aides, mais d'en faire une seule. Et je pense que ça peut aller dans le bon sens, faire plus simple, et puis en fait adapter à la situation de chacun. Mais quand même, je reste très sceptique sur cet assistanat et toutes ces aides qui s'ajoutent aux aides. Je pense qu'on ne sait plus quoi faire, et on invente encore quelque chose de nouveau. Espérons que ce soit la bonne solution. Alors pour boucler ce Money Time, précisons que la Finlande a annoncé vouloir tester ce revenu universel en distribuant 800 € à ses concitoyens à partir de 2017. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Premier thème de cet hebdo politique, Stéphane Mirambeau, on va parler de votre commune, mais débutons par vous. On a finalement très peu d'informations sur votre parcours, même sur votre site internet personnel. Pas de biographie, est-ce que c'est une volonté de votre part ? De ne pas trop en dire sur votre vie à vous ? Non, mais je suis quelqu'un de discret parce que je pense que ça n'intéresse pas la personne et ça n'intéresse pas les gens. Les gens me font confiance et m'ont mis à la tête de la ville pour que je puisse agir. Et donc le reste, pour moi, c'est un peu de la littérature. J'agis, je fais ça depuis 7 ans maintenant, depuis 2008. Avec beaucoup de force, d'énergie et d'espoir dans la suite. Mais je pense que ce qui intéresse les gens, c'est de voir comment la ville change et si tout va dans le bon sens. Alors, on va faire un peu de littérature dans cette émission rapidement. Je vous en prie. On va s'intéresser à votre parcours. C'est une habitude dans cette émission. Dites-moi. Vous avez été élu pour la première fois en 2008. Quel était votre rapport avant à la politique ? Est-ce que vous étiez quelqu'un d'engagé ou alors vous suiviez ça comme beaucoup de gens, uniquement à travers la presse Alors, un premier souvenir que j'ai quand je remonte un petit peu le fil des ans, moi j'ai vécu quelque chose, voire un drame. J'ai vu ma mère pleurer le 10 mai 1981 quand il y a eu l'arrivée de François Mitterrand. Et je pense que ça marque un enfant. J'avais 13 ans, dans une famille à droite, mais... gaulliste alors. Exactement. Et j'avais un père le général de Gaulle était quelqu'un qui était... aimé, en fait apprécié, et j'ai vécu et j'ai grandi dans cette atmosphère. Donc tout naturellement, et aussi loin que je puisse remonter, je pense avoir toujours été plutôt à droite. Et je me revois soutenir Jacques Chirac, faire partie de son comité de soutien en 88, donc j'avais à peine 20 ans. Et puis je me suis engagé en politique assez tard, par le rejet de la gauche plurielle et le gouvernement de Lionel Jospin. Je voyais qu'il avait tout entre les mains, et notamment il y avait une croissance très forte en France et qu'il ne faisait pas les bons choix. Et notamment, j'étais très énervé, je me souviens encore, de la loi sur les 35 heures, et ça m'a donné envie, et je me suis engagé, je suis parti tout de suite, parce que c'était en ligne avec le reste, avec mon passé et mon histoire, au RPR. Et votre première élection, du coup, c'est celle de 2008, la municipale ? C'est ça, c'est celle de 2008. Alors, je me présente sans étiquette pour la simple et bonne raison, c'est que je n'avais pas eu le soutien. Le RPR avait pensé, à l'époque, je devais être encore assez jeune, qu'un candidat pouvait avoir plus de chances que moi. Donc, j'ai accepté ce choix, et j'ai fait le choix de partir sans étiquette, parce que j'ai pensé que ça ressemblait bien à ce que nous vivions et aux échanges que nous avions avec les différentes personnes que nous rencontrions. Une élection dans une ville de 10 000 habitants, c'est pas une élection de droite ou de gauche, on parle simplement de la vie des gens. Vous avez fait la même chose en 2014, c'est-à-dire que les partis, ça ne vous intéresse pas
C'était difficile une fois qu'on avait fait une campagne sur le fait que le positionnement sans étiquette était celui qui était le mieux pour une ville comme la nôtre. Je ne me voyais pas revenir et trahir certains électeurs qui m'avaient justement soutenu parce que j'étais parti sans étiquette, ce qui était vrai en 2008 et toujours vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, si on prend les 3 partis républicains à droite, Modem, UDI et les Républicains justement, quel est votre parti favori si vous devez en choisir un ? Mon cœur restera toujours vers l'UMP, donc vers les Républicains. C'est mon parti de cœur et ça le restera. Même si je suis sans étiquette, c'est un parti que je soutiens et je soutiens l'ensemble des candidats qui se présentent sous l'étiquette de ce parti politique. J'ai soutenu Valérie Pécresse, j'ai soutenu Sonia Brault, j'ai soutenu Philippe Bennassaya lors des dernières élections. C'est mon parti de cœur et ça le restera encore très longtemps. Pour revenir encore une fois, très rapidement encore sur votre parcours, comment vous êtes arrivé ici à Villepreux ? Je crois savoir que vos premiers pas, en tout cas, dans le coin, c'est surtout au Clé-sous-Bois, c'est ça, vous travaillez ? Exactement, vous êtes très bien informé. Je travaillais au Clé-sous-Bois et je suis tombé amoureux de cette ville. Quand j'allais travailler, que je remontais vers Chavenay, je voyais à gauche, je voyais les champs, et quand je me retournais vers la droite, je voyais cette belle plaine qui est la plaine de Versailles, et qui est une chose rare. Et donc j'étais tombé tout simplement amoureux de cette ville et j'ai voulu y vivre avant même de la connaître vraiment. Donc vous avez vécu à Villepreux à partir de 1997 exactement. Ça va faire bientôt 20 ans du coup. Déjà. Parlons désormais de votre commune, Villepreux. Récemment, vous êtes passé de 10 000 à 11 500 habitants avec la construction de 500 nouveaux logements. Et le quartier des Hauts du Moulin, c'est un profond chamboulement pour votre commune. À quels besoins vous répondiez en construisant ces logements ? C'est un vieillissement de la population ? Alors, là, c'est un thème très très vaste. Déjà, cette zone était inscrite au schéma directeur de la région Île-de-France depuis 1995 et elle allait être ouverte à l'urbanisation. Donc nous l'avions intégrée dans notre plan local d'urbanisme il y a quelques années et dès que le plan local d'urbanisme a été adopté, nous avons justement ouvert cette zone à l'urbanisation. Oui, vous avez tout à fait raison, nous manquions de logements à Villepreux, la population vieillissait et nous avions même quelques populations en moins. Donc nous avons pris les devants. Nous avons 75% de propriétaires, essentiellement des maisons de ville ou des maisons individuelles, et nous pensions qu'il fallait justement offrir de nouveaux logements pour permettre à l'ensemble de la population de changer au fil des ans et d'accompagner ce parcours résidentiel. On puisse s'inscrire à Villepreux dans le temps. Dans la durée. Les gens à Villepreux, on grandit à Villepreux, on s'installe à Villepreux. Alors moi non. On vieillit à Villepreux. Mais oui, en fait, on voit que souvent les personnes qui viennent à Villepreux y restent, et justement parce que c'est une ville. Je dis souvent que on la connaît assez peu encore. Mais elle a tout d'une grande, et notamment un environnement particulièrement préservé qui fait qu'on aime Villepreux quand on vient y vivre. Donc ça, c'était la première raison, c'était satisfaire le parcours résidentiel. La deuxième raison, c'est que nous avons l'obligation de satisfaire les pourcentages de logements sociaux. 25%. 25%. Nous sommes aujourd'hui encore à 17% avec les 500 logements. Nous devons aller encore plus loin. Notre volonté, évidemment, ce n'est pas de faire des ghettos en concentrant les logements sociaux, mais c'est de les diffuser dans différents programmes. Donc nous avons un programme de développement. Des logements sociaux, c'est des petits bâtiments, c'est pas des grandes tours. On est passé. Exactement. C'était un choix. Et puis la troisième des choses, et disons-le, le développement de Villepreux s'inscrit également dans une baisse des dotations de l'État. Si nous ne voulons pas fermer de services au niveau des villes, nous devons faire porter le coût du fonctionnement de ces services sur un plus grand nombre, et donc bien sûr faire venir de la population. Justement, vous portez une plus grande ambition, c'est 14 000 habitants d'ici 2025. Ça peut poser des questions, on a interrogé certains. Pourquoi aller si loin et si vite ? C'est toujours pour répondre à ces problématiques-là ? C'est exactement ça. Alors, déjà, la raison numéro 1, c'est 14 000 habitants avec justement la nécessité de diffuser ces logements sociaux va nous permettre d'atteindre les 25% aux environs de 2025. Donc déjà, oui, les 14 000 habitants sont ce qui va nous permettre de répondre à ces obligations. Également, ça va dans le sens de la raison que je vous ai donnée aussi, d'asseoir tout le fonctionnement de nos services sur une base fiscale beaucoup plus importante. Et puis aussi, en ligne directe, avec le sujet que nous allons aborder par la suite, Saint-Quentin, en Yvelines, avec ces nouveaux logements, nous participons à l'attractivité de ce nouveau territoire.
Comment on fait justement pour garder cet équilibre avec ce côté un peu champêtre ici? Il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'espace agricole, c'est une ville très verte. Vous avez tout à fait raison. Quand on passe de 10 000 à 14 000 en l'espace de 10 ans, ça peut aussi, là aussi, nourrir quelques interrogations sur le bétonnage de la ville ou autre. Oui, mais il faut le faire dans le calme et il faut surtout le faire dans l'identité de la ville. Quand vous voyez les 500 logements que nous avions faits, l'État, au travers de la préfecture, voulait justement qu'on fasse une densité double de ce que nous avons fait. D'accord, et encore nous plus voulons vite, pas, plus loin. Voilà, tout à fait, parce qu'il y a des objectifs très très forts qui sont poussés au niveau de l'État de construire. Nous manquons évidemment de logements en Ile-de-France et en particulier dans notre département, mais nous ne voulons pas aller aussi vite que cela. Nous ne voulons pas densifier à l'extrême, tout simplement parce que nous voulons à tout prix que Villepreux reste Villepreux, la ville où on se sent bien. Du coup, vous avez déjà des projets qui sont sur les rails, qui sont lancés pour les logements ? En ligne directe avec la révision du plan local d'urbanisme qui est en cours, qui devrait aboutir à la fin de l'année 2016. Nous savons déjà quelles sont les différentes zones qui seront ouvertes à l'urbanisation et notamment la poursuite du quartier de Green Lodge vers l'ouest. Il y a un autre projet qui accompagne le quartier du Haut du Moulin, c'est celui du gymnase. Est-ce que vous avez un calendrier sur le début des travaux et l'arrivée possible de ce gymnase ? Des dates précises peut-être ? Oui, alors les travaux vont débuter d'ici la fin de l'année 2016. Nous avons fini l'avant-projet détaillé. Le permis de construire va être déposé dans les prochaines semaines pour un objectif de l'ouverture en janvier 2019, je crois. Du coup, ça répond aux besoins des nouveaux habitants. Plus d'habitants, c'est plus d'équipements. Est-ce qu'il y aurait, en plus de gymnase, d'autres besoins et donc d'autres projets qui vont être lancés aussi pour répondre à la hausse de la population ? Et oui, nous en avons un qui est directement en ligne avec l'accroissement de la population dans ce quartier-là. Nous lançons dans les prochaines semaines le projet qui nous tient tout particulièrement à cœur parce que c'est un projet, c'est l'un des plus beaux qu'une ville peut mener, c'est la création d'une nouvelle école dans les quartiers du Haut des Moulins, à proximité du rond-point qui donne sur la RD 98, une école, un groupe scolaire qui comprendra classe maternelle, école élémentaire et centre de loisirs avec la restauration qui va avec, pour environ 14 à 15 classes. Nous avons d'autres projets également, comme la réhabilitation totale de nos cuisines, parce que nous avons une particularité sur Villepreux, tout est fait sur place. C'est aussi une particularité forte quand on regarde par rapport aux autres villes et nous tenons à maintenir cela et donc nous devons travailler pour plus de 3 millions d'euros sur la réhabilitation totale de l'ensemble de nos cuisines. Justement, parlons de sous, projet plus projet égale argent. Bien sûr. Beaucoup d'argent. Vous vous exprimez souvent sur la question sur la baisse des dotations. Comment vous faites du coup pour répondre à cette équation ? Villepreux est une ville pauvre. Il faut le dire, et c'est ce que je dis depuis longtemps, et c'est ce que je dis notamment à Saint-Quentin, en Yvelines. Elle doit être traitée à part, tout simplement parce que nous n'avons pas de développement économique. Contrairement aux Clés ou Plaisirs qui sont juste à côté. C'est exactement ça. Nous n'avons pas fait ce choix-là, ça fait depuis plusieurs années maintenant. Nous faisons le choix, comme je vous l'ai dit, d'un environnement préservé et d'une qualité de l'habitat. Donc nous privilégions cela, nous n'avons pas de développement économique, ce qui fait que nous encaissons directement les baisses de dotation de l'État, mais nous ne voulons pas augmenter les impôts tout en poursuivant les investissements. Donc c'est une équation qui semble énorme. On fait déjà ce qu'on a fait depuis 2008 maintenant, on a une rigueur budgétaire qui, je pense, peut être citée en exemple. Nous économisons sur tout, nous réfléchissons sur tout et nous planifions tout. Donc nous avons trouvé le meilleur dispositif pour le projet de Green Lodge avec un projet urbain partenarial qui a été monté avec le promoteur et qui va nous permettre de financer l'ensemble de nos équipements. Et puis nous planifions tout, donc nous ne laissons rien au hasard. Quand nous lançons un projet, nous savons quel sera le financement. C'est pour cela que, par exemple, je vous citais des cuisines que nous allons refaire. Et ben, nous savions que le financement des cuisines centrales allait être possible par la vente de nos services techniques et la construction d'un collectif de 100 appartements dont les travaux vont commencer dans les prochaines semaines. Vous avez déclaré lors de vos vœux en janvier, je peux vous assurer qu'en 2016 comme en 2015, nous économiserons encore et toujours. Alors j'imagine que vous avez déjà des pistes en tête. Est-ce que vous pouvez nous les donner pour le budget ? Ça va pas 2016. Être des pistes parce que en fait, ce sera tellement des exemples minimalistes que ça va en devenir même incroyable. Du concret, justement, pour nous dire quelle est la vie d'une commune pauvre de 10 000 habitants, c'est des économies sur quoi, par exemple ? Le nombre de stylos pour les services Oui, ça fait très très longtemps que les stylos, on en fait moins. On les partage ? C'est que tout est réfléchi
Et nous avons, la preuve en est, nous avons nommé une personne qui va être en charge justement de traquer dans la commune tout ce qu'il est possible encore de gagner, car nous savons qu'un euro, c'est un euro. Je reprenais cette image que j'avais et que je donnais quand je suis arrivé en 2008, où là c'était un peu plus ouvert en termes de dépenses. Et quand on me disait, mais monsieur le maire, ça ne coûte que 1 000 euros, je disais, mais vous vous rendez compte que 1 000 euros, pour certaines personnes, c'est un an de taxes d'habitation. Et si ça se trouve, ces personnes souffrent justement. Votre budget à vous, c'est 13 millions d'euros à peu près ? Ça. C'est 13 millions, c'est entre 12 et 13 millions. Et pour vous donner un exemple sur la raison qui nous a conduit à tout économiser, par rapport à notre année de référence, qui est l'année de 2011, nous perdons environ plus de 2 millions par an de dotations diverses sur un budget de 12 millions. Vous voyez quand même qu'il a fallu faire preuve de beaucoup d'intelligence pour ne pas augmenter les impôts et continuer d'investir. Stéphane Mirambeau, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour évoquer cette fois-ci Saint-Quentin en Yvelines. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. De retour dans l'hebdo politique en compagnie du maire de Villepreux, Stéphane Mirambeau, également 6e vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, en charge du budget de la programmation pluriannuelle des investissements. Vous avez rejoint Saint-Quentin dans le cadre de l'élargissement le 1er janvier. Le mariage se passe bien pour le moment ? C'est un jeune mariage là ? C'est un mariage difficile. Difficile, pourquoi ? Parce que déjà nous avons perdu beaucoup de temps. Vous savez qu'il y a eu quelques mois, il y avait quelques louvoiements au niveau de l'État. Nous parlions de créer une structure intercommunale de plus de 800 000 habitants. Ça ne nous a pas permis d'anticiper justement les travaux pour créer cette nouvelle structure avec les autres villes de la Casquie. Ce qui fait qu'on a déjà perdu du temps, donc on a fait au plus vite. Et le plus vite, c'est de répondre à nos obligations en termes de cadre de calendrier. Et donc, les premiers statuts sont très administratifs. Donc là, il y a un peu de retard, c'est ce que vous voulez dire pour l'instant ? Voilà, il y a un peu de retard. Nous devons travailler, c'est tout l'enjeu pour ces prochains mois, de travailler enfin sur un projet de territoire. Parce que l'objectif, c'est non pas que Saint-Quentin en Yvelines soit une succession de compétences obligatoires, optionnelles et d'autres, c'est de se dire, ces compétences vont nous permettre justement de répondre à la volonté de mettre en place un vrai projet de territoire pour ces prochaines années. Donc c'est tout l'enjeu et je rejoins totalement la maire de Plaisir et la première vice-présidente de Saint-Quentin, la nécessité, Joséphine Cosman-Berger. La priorité maintenant, il y en a tellement, mais c'est déjà une belle, c'est de porter ce projet pour présenter d'où on vient, surtout vers là où on souhaite aller, et qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre justement pour atteindre cet objectif. Alors à quoi ressemble ce projet selon le maire, même si ce n'est pas vous qui allez décider de tout, à quoi ressemble le projet selon vos souhaits à vous ? Mes souhaits doivent être peut-être différents des autres, parce que vous savez, sont en ligne directe avec ce que je combats ici dans ma ville. Beaucoup de responsabilités. Nous devons retrouver les fondements même d'une structure intercommunale. Les structures intercommunales, à la base, il suffit de regarder quelles sont les compétences obligatoires. Développement économique, habitat, aménagement, politique de la ville, tout ce qui va permettre à une structure intercommunale d'être attractive. Justement, être attractive, pourquoi ? Pour notamment que les entreprises aient envie de venir sur votre sol et créer de la richesse qu'on redistribuera après aux autres villes. Moi, je pense qu'une structure intercommunale, ce n'est pas un panier où on met énormément de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Et d'ailleurs, je rejoins sur ce point-là l'un des objectifs de Michel Laugier, le président de Saint-Quentin en Yvelines, qui souhaite maintenant qu'on se recentre sur des vraies priorités et qu'on laisse peut-être certaines choses directement gérées par les villes, une interco. Vous pensez à quoi ? À la culture, par exemple, notamment, au sport Je pense qu'il faut qu'on porte ce qui est vraiment important et ce qui est consensuel à l'échelle d'une structure comme la nôtre, et peut-être de laisser la liberté aux maires qui connaissent le mieux leur ville. Chaque ville, nous sommes 12 villes, nous sommes 12 particularités. Peut-être aussi laisser un peu de liberté aux villes plutôt que tout vouloir gérer au niveau d'une structure interco. Créons de la richesse, redistribuons-la, et après, laissons les maires gérer comme ils le veulent leurs compétences très locales. Vous êtes initialement pas un grand fan des intercos, vous l'aviez dit dans vos vœux, ça, vous avez changé un peu d'avis sur la question, ou alors vous êtes encore très très prudent ? Je suis encore très très prudent parce qu'aujourd'hui, il suffit de regarder autour de nous les structures intercommunales.
n'ont pas fait leurs preuves. Saint-Quentin, oui, c'est une vieille agglo, 40 ans d'existence, beaucoup d'entreprises, deuxième pôle économique de l'Ouest parisien, on l'entend souvent, beaucoup d'emplois. C'est bon pour vous qui n'avez pas beaucoup d'entreprises et d'emplois sur votre ville? Alors, c'est bon pour nous à la condition que cela continue dans les prochaines années. Il faut bien avoir en tête que si on regarde juste l'état des lieux, la Casquie, c'était aussi beaucoup de dépenses. On le sait bien. Une dette, 400 millions d'euros. Voilà, un audit dont les résultats ont montré des manquements à plusieurs niveaux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et en fait, la raison est simple. Vous êtes dans une structure, comme vous l'avez dit, qui avait 40 ans et qui n'a jamais eu à vivre avec des contraintes de budget. Elle a été portée justement par le dynamisme de son économie et de ses entreprises. Et maintenant, depuis 2 ans maintenant, elle souffre plus parce que justement, elle se prend de plein fouet les baisses des dotations. Donc il y a réellement énormément de choses à faire et c'est pour ça que je suis ravi d'avoir le budget. Et du coup, avec la nouvelle équipe, puisque ça a basculé, Saint-Quentin, c'est devenu à droite pour la première fois de son histoire, c'est de nature ça aussi à vous rassurer d'avoir une nouvelle équipe, une nouvelle majorité? Moi, ce qui me rassure, c'est de savoir ce qu'on va faire. Et vous le savez aujourd'hui? Michel Laugier, le président, vous a donné des... A fixé des objectifs qui sont clairs. On se recentre sur des vraies priorités, on n'augmente pas la fiscalité, on poursuit le désendettement et on investit. Moi, ça me va bien. Mais pour faire tout cela, alors que les dotations de l'État baissent et que le développement éco prend du temps, il faut qu'on trouve des économies, il faut qu'on aille regarder les dépenses. En fait, il faut refaire ce qu'on a fait, ce que les maires de Plaisir et d'Éclay ont fait depuis qu'elles sont à la tête de leur ville. Et comme ce que je fais, moi, depuis 2008, va falloir qu'on adopte les mêmes règles de conduite et qu'on recherche les mêmes sources d'économie et de marge de manœuvre à Saint-Quentin qu'on l'a fait dans nos villes. On va parler des économies. Une dernière question auparavant. Géographiquement, vous vous trouvez un petit peu en périphérie de l'agglomération, au nord. Vous êtes l'une des plus petites communes de l'agglomération, la 3e plus petite commune de l'agglomération. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour vous? Peut-être le fait qu'on vous impose des choses, qu'on vous considère moins que d'autres communes, ou alors pas du tout? Pour cette partie-là, je vais répondre en 2 temps. Oui, Villepreux est au nord de cette structure intercommunale. Et Villepreux, on a souvent dit qu'elle était à la croisée des chemins. Parce qu'on était au milieu de plusieurs intercos, dont Versailles, dont Saint-Nom-la-Bretèche, et puis dont Saint-Quentin, voire la CCOP. Donc oui, ça nous donne une position un petit peu à part, parce que peut-être que les besoins et les compétences et certains services qui sont développés à l'échelle de la Casquie et qui sont repris sur Saint-Quentin ne nous intéresseront pas. Donc à voir aussi, alors évidemment qu'il ne faut pas faire une intercommunalité à la carte, mais il faut penser que chaque ville est Vous seriez le Grande-Bretagne un peu de Saint-Quentin, une Europe à la carte, une interco à la carte pour Villepreux. Écoutez, moi, vous êtes au nord. Et c'est exactement ça, je reprends ce que David Cameron a dit quand il a dit je n'aime pas Bruxelles, j'aime la Grande-Bretagne. Alors moi je vais dire évidemment j'aime Saint-Quentin, mais j'aime ma ville par-dessus tout, car c'est ma ville qui me permet d'être ici. Et les électeurs m'ont fait confiance avant tout pour que je défende les intérêts de Villepreux. Et c'est ce que je ferai. Alors oui, nous sommes au nord. Non, je n'ai pas peur que parce que vous êtes une ville d'une taille plus raisonnable. Vous avez 3 représentants, 3 conseillers communautaires. Oui, j'ai 3, mais je pense que ça, c'est. Sur cette partie-là, je suis rassuré par la volonté de Michel Laugier, que je connais maintenant mieux. Je pense qu'il traitera les villes indépendamment de la taille de la population. Et heureusement. Il n'y a pas de l'ancienne agglo et la nouvelle agglo. Il n'y a pas non plus une solidarité en plus avec Plaisir et les Clés. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'être tous sur le même pied d'égalité. Je dirais que nous ne sommes pas encore 12. Je ne vais pas dire qu'on est encore 7 et 5, mais 7, 3 plus 2. On sent encore que ça peut être d'un côté 7, d'un côté 5, mais ça, on ne peut pas, en quelques mois, gommer 40 ans de travail ensemble. De vie commune. Mais oui, il y a des automatismes, il y a une histoire commune, ils se connaissent beaucoup pour certains. Nous arrivons avec une vision différente, parce que nous ne sommes pas habitués à fonctionner en interco. Et il y a beaucoup de choses qui nous perturbent parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau des
budget et on se dit mais quand est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Et ça va mettre du temps. Il faut qu'on garde confiance dans l'avenir. Nous sommes qu'à aujourd'hui, l'intercommunalité est née le 9 janvier. On a encore le temps. Aujourd'hui, vous êtes donc 6e vice-président en charge du budget notamment. C'est un nouveau casse-tête, j'ai envie de dire, pour vous, après celui de Villepreux, pour boucler le budget. C'est pas la délégation la plus simple. C'est aussi un signe de confiance de déléguer ça à vous. Bien sûr. C'est vous qui l'aviez demandé. Comment ça s'est passé ? Alors, je l'avais demandé directement parce que j'ai toujours pensé que la priorité numéro 1 pour les villes et pour les structures intercommunales, c'était le budget, faire un socle financier qui soit suffisamment stable, c'est la priorité numéro 1, et à partir de cela, les projets vont pouvoir se mettre en place. Moi, j'ai toujours eu peur de certains élus que je rencontrais en 2008 et qui me disaient « Oh là là, tu vas voir, l'intercommunalité, c'est extraordinaire, on peut faire des projets ensemble qu'on ne pouvait pas faire tout seul. » Et ça m'a toujours mis dans un niveau de perplexité très fort parce que je me suis dit, mais à la fin du compte, il faut bien que quelqu'un paye. Donc, calmons-nous, construisons ce socle et puis après, on va pouvoir travailler déjà à redistribuer, comme je vous l'ai dit, les différentes richesses aux villes. Et puis surtout, on va pouvoir travailler sur des projets, mais avant tout, travaillons sur le socle financier, sur la réduction des dépenses, sur la mutualisation entre les différentes villes. Plein de choses dont on parle régulièrement quand on parle des structures intercommunales, mais qui sont très très peu mises en place. Maintenant, vous avez le dossier du budget en main. Le budget va être voté, je crois, au mois d'avril pour 50 ans en Yvelines. Ça s'annonce comment ? C'est un budget de transition. Des nuits difficiles ? C'est un budget de transition, je dirais que vous avez dit que c'est un nouveau casse-tête, mais c'est peut-être encore pire qu'à l'échelle d'une ville, parce qu'à l'échelle d'une ville, le maire est avec son équipe, mais le maire est seul. Alors que là, nous sommes 12. Et les marges de manœuvre sont là, mais il faut faire preuve de pédagogie et ça va être beaucoup plus difficile parce que nous sommes 12 maires. Qu'est-ce qui va être difficile s'il y a des dossiers ? À faire accepter des choses parce qu'en plus, ce qu'il faut voir, c'est par exemple, cette année, le budget, c'est un budget qui est globalement porté uniquement par les 7 villes. Et nous arrivons les 5 villes entrantes, nous participons très très peu au budget qui va être voté vu que le transfert n'a pas encore été effectif et le sera dans les prochains mois au niveau des dépenses. Et donc, nous apportons des idées, une vision différente, mais nous sommes peut-être vus comme ceux qui arrivent et qui veulent donner des leçons. Et je pense que, très sincèrement, pour les villes historiques, ça peut être difficile à accepter. Il va y avoir aussi, là aussi, il y a la baisse des dotations aussi pour Saint-Quentin en Yvelines. Il va y avoir des économies à faire aussi cette année pour Saint-Quentin. Est-ce qu'il y a... Même question que pour Villepreux, déjà des pistes envisagées. On sait que l'an passé, ça avait été plutôt les subventions aux associations et aussi la culture. Ça avait fait beaucoup de débats avec l'opposition. On est sur la même tendance ? Ce que je sais, c'est qu'il est encore un petit peu tôt parce que les derniers arbitrages n'ont pas encore été faits. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on ne pourra pas tout faire. Et dire on va continuer à fonctionner comme avant alors que les baisses de dotation de l'État chutent, là nous devons cette année trouver environ 5 millions, nous pouvons trouver l'année prochaine, nous devons en trouver 9. Donc il va falloir, comme je vous dis, que les habitudes changent et ce que j'entends, vous venez de le dire, oui mais alors l'année dernière il y a eu un travail qui a été fait sur une ligne de coûts, l'année d'avant sur une autre, mais c'est la réduction des dépenses, c'est tous les ans retravailler sur toutes les lignes, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. Moi ce que je vois, c'est que je vous dis, même si la ville et la structure interco, on les compare, mais on ne va pas les comparer de manière directe. Mais une petite anecdote. Villepreux, 12 millions de budget. Par rapport à 2011, on perd 2 millions. Et on est encore en vie. On n'a pas augmenté les impôts. Et on est en train de faire encore de très beaux projets. On désendette la ville. On était à plus de 12 millions quand on est arrivé. On est à 5 millions à la fin de 2016. Je pense qu'on peut être fiers de nous. Mais parce qu'on n'a jamais dit que ce n'était pas possible. Sur Saint-Quentin, budget de 210 millions, je pense que ça doit être jouable de trouver 5 ou 9 millions. Ça va être jouable du coup. Vous êtes optimiste. Mais il le faut parce que ce qui était possible à l'échelle d'une ville, même si c'est différent à l'échelle de Sky, on doit pouvoir le faire parce que sinon ça veut dire qu'on ne sert à rien. Vous avez intégré une agglomération avec des tensions assez importantes entre opposition et majorité. Depuis, on va dire, les élections municipales de mars 2014, est-ce que ça vous a fait peur, ça, avant d'intégrer l'agglomération ? Alors finalement, vous avez dit c'est le jeu démocratique, enfin en tout cas le jeu politique qui veut ça. Oh, moi j'ai pas peur de ça. Moi, vous savez, depuis 2008, j'ai connu une opposition particulièrement dure avec un mandat de combat. C'est plus calme pour moi ici.
Maintenant, parce que quand vous gagnez avec 63,29% et non pas uniquement 63%, tout va mieux. Et puis maintenant, je commence à avoir une expérience un petit peu plus forte. Non, j'ai pas peur. Je crois que c'est le jeu de la démocratie. Il faut simplement savoir qui sont vos amis, qui sont les autres, et puis avancer avec le respect de chacun. Au sein de l'agglomération, dernière question, vous êtes également en charge de la programmation pluriannuelle des investissements. Alors quels sont les grands dossiers, les grands investissements qui attendent Saint-Quentin en Yvelines pour les années à venir ? Alors c'est réellement très très tôt, parce que là les premières semaines de mon travail ont été consacrées à la présidence de la CLECT. Alors vous savez peut-être ce que c'est la commission locale d'évaluation du transfert de charges. C'est pour savoir réellement quels sont les coûts que nous allons transférer, les charges que nous allons transférer, les villes entrantes dans cette structure. Donc là c'est vraiment une priorité. Il y a le travail sur le budget. Il y aura demain également un travail à faire sur le plan pluriannuel d'investissement, parce qu'aujourd'hui, quand j'ai regardé, j'ai été particulièrement surpris, c'est un plan annuel. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir qu'on se dise, avec la baisse des dotations de l'État, on ne peut plus avoir une vision sur 1 an ou sur 2 ans. Nous sommes 12 villes, on va avoir une vision sur les 5 prochaines années. C'est ça un vrai programme pluriannuel, et c'est tout l'enjeu de ces prochains mois aussi. Saint-Quentin est aujourd'hui une interco qui a quand même les moyens de ses ambitions, qui peut faire un petit peu rêver, puisqu'on entend souvent des discours pessimistes sur la baisse des moyens. C'est difficile, vous comprenez. Est-ce que Saint-Quentin peut... C'est une belle intercommunalité avec des projets qui peuvent être importants, l'université du futur, les zones d'habitation de Villepreux, le développement éco des Clés-sous-Bois, de plaisir. Il faut simplement qu'on fasse attention et pas qu'on se dise continuellement que c'est une belle intercommunalité. C'était une très belle interco. Il y a quelques années, là c'est toujours une belle intercommunalité, mais il y a des enjeux qui sont très très forts, et notamment c'est savoir comment nous allons gérer à la fois le passage de 7 à 12, ce qui va pas être simple, et puis qu'on se redonne tous les moyens, comme je vous l'ai dit, en assurant le budget. C'est une des priorités, ça la restera pour les prochains mois. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Stéphane Mirambeau d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le maire de Villepreux et vice-président de Saint-Quentin en Yvelines. Cette émission est à retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée et bonne semaine à tous à l'écoute de Sensation Yvelines. Merci à vous. L'hebdo politique.